Bonsoir et bienvenue pour la dernière émission, le micro du soir de l'année. Et pour cette dernière, j'ai voulu inviter quelqu'un qui a une certaine capacité à faire du bien, disons-le comme cela, à donner quelques clés à orienter pour vivre au mieux un quotidien parfois compliqué. Michael Schroeder, notre invité d'aujourd'hui, qui est déjà venu nous rendre visite, est allemand. Il est établi à Bucarest depuis plus de 20 ans, après avoir notamment vécu 11 années en France. Son activité, le coaching. Il va nous en parler, comme il va nous parler de son dernier livre en passe d'être édité en anglais, après être sorti en roumain et en allemand. Michael Schroeder, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous. Alors, avant de discuter de ces clés que je mentionnais, de ces petits conseils qui font du bien et qu'on a souvent tendance à oublier, quelle est votre actualité? Parlez-nous d'abord de votre travail, en quoi il consiste. Le coaching est un domaine plutôt large, perçu parfois de façon un peu confuse. Vous, comment aimez-vous le définir? Que faites-vous? C'est une bonne question. Ma mère me posait toujours la même question. Alors, qu'est-ce que tu fais toute la journée? En fait, le coaching, pour le dire de manière très simple, c'est d'accompagner des personnes, en majorité des gens du business, dans leur chemin professionnel. Ça veut dire les accompagner dans les challenges qu'ils peuvent rencontrer sur leur lieu de travail, les challenges en termes de collaboration avec les collègues, ça peut être des challenges personnels, un burn-out qui s'approche, ça peut être une nouvelle position, ils sont promus, maintenant ils sont directeurs, ils sont plus au niveau égal avec leurs collaborateurs. Tout ça, ça nécessite en fait un rééquilibrage et peut-être quelques conseils, une vue d'extérieur pour vraiment réussir cette nouvelle expérience. En fait, c'est un coach qui fait bien son travail ne fait pas le travail à la place de la personne. Un coach fait tout, crée l'ambiance dans laquelle en fait le client peut lui-même développer le chemin pour son développement. Et c'est fluidifier les relations humaines, vous diriez ça également? Fluidifier, c'est de rendre... Oui, je dirais plutôt, si je peux peut-être commencer avec autre chose avant, je pense que chaque activité professionnelle ou privée, on peut le comparer comme un terrain de jeu. Et sur le terrain de jeu, il y a certaines règles. Et on peut pas se comporter comme on veut, il y a des contraintes. Moi, j'appelle ça en anglais « how to move elegantly on my playground ». Ça veut dire il y a certaines astuces qu'il faut connaître. Il faut savoir, par exemple, ce que c'est le backstage et le front stage. Il faut gérer les choses. Qu'est-ce que je peux dire avec mes collaborateurs dans un entretien ouvert? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Donc, si on est un peu plus sensibilisé pour ces choses qui sont relativement simples, mais très efficaces, on peut beaucoup plus réussir ces relations avec les collègues. Et je pense qu'on peut faire beaucoup plus de bien. Hein. Bon, il y a des personnes problématiques partout. Hein. Il y a des égos qui sont très dominants. Et là aussi, il faut, si j'ai un client qui est un chef comme ça, il y a aussi des stratégies pour y faire face. Hein. On n'est jamais sans possibilité. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et le coach, il doit avoir une multitude d'expériences différentes de la vie et de la vie professionnelle pour justement être utile et faire le déclic et montrer aux gens quelle est la voie à suivre. Et parfois, c'est des choses tellement évidentes que les gens n'ont pas pensé avant. Hein. Je me rappelle de nos précédents entretiens que l'ego, c'était quelque chose, un aspect qui revenait souvent, gérer les égos, notamment dans le milieu professionnel, et quand au niveau auquel vous pratiquez votre coaching, c'est souvent l'activité principale, vous direz, cette gestion des égos? Oui. J'appelle ça la maîtrise de l'ego. Mais là, on se heurte parfois à une résistance. C'est en général le problème avec toutes sortes de sujets concernant le développement personnel. Il y a des gens simplement qui ne veulent pas. Hein? Hey Mike, what are you telling me about? I'm the number one in the market. Pourquoi je devrais changer quelque chose? On le voit souvent dans la qualité des relations avec les collaborateurs que quelque chose cloche. Et parfois, je trouve une manière de confronter la personne avec les choses qui clochent.
Et souvent, le message passe quelque part. Non? Les égos, ça peut détruire beaucoup, mais parfois on en a besoin pour faire avancer les choses. Non? Si on est tous trop sociaux, qu'est-ce que toi tu en penses, on ne veut pas se heurter aux sentiments des gens. Un terrain de jeu, ça a besoin de leadership et il faut que les choses avancent. On a des défis auxquels il faut faire face. Donc ça nécessite une certaine détermination, une certaine force. Mais la question est comment je gère cette force. Est-ce que c'est le bâton, push, ou est-ce qu'il y a un peu plus de finesse, non? Et le coach parfois peut être utile là-dedans. En parlant de messages et pour revenir à votre livre, quelles sont les grandes lignes? Alors vous en parlez déjà, mais que vous avez voulu, ce que vous avez voulu transmettre, à savoir, pourquoi vous avez eu besoin d'abord de publier. J'imagine que c'est aussi un gage de crédibilité que de publier un livre dans votre domaine. Mais au-delà de ça, le ou les 2-3 grands messages que vous avez voulu transmettre dans ce livre, quels sont-ils? Peut-être c'est aussi un peu l'ego. Non, j'avais moi-même... j'ai fait quelques expériences dans ma vie, notamment de passer le midlife crisis avec les grands défis, les questions fondamentales, pourquoi je suis là, quel est le sens de ma vie, de mon activité, un divorce qui aussi pose pas mal de questions sur ma façon d'interagir avec les gens, ma conception de couple. Dans toutes ces expériences, en fait, j'ai commencé très vite à les mettre un peu en forme, de telle manière que ça peut être utile pour d'autres personnes. Et finalement, ce livre, ce n'est pas un truc pour dire, voilà, les 5 golden nuggets, ou les 5 facteurs à succès pour réussir la vie. Je trouve que c'est un peu plus souple que ça. Et pour revenir à votre question, je crois que j'ai réalisé moi-même que on a toujours un choix. C'est peut-être la plus grande force de l'homme, c'est réaliser que je peux choisir. Et ça ne veut pas dire entre le job A et B ou entre la personne A et B, c'est plus choisir ma façon d'aborder la vie, ma façon d'aborder les crises. Non? Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que je suis fataliste? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça la vie. Non? Ou est-ce que je râle? C'est parfois en Roumanie très populaire. Non? Je me plains. Ou est-ce que je commence à voir ça comme une expérience utile dans mon passage de vie, dans mon passage de mûrir, non? De devenir un peu plus sage. Non? Sur le choix, on a tous le choix. Et souvent, ça tape fort avec les gens quand ils réalisent, oui, je peux maintenant être agressif avec une personne en face de moi, mais je peux aussi choisir de ne pas le faire. Non? Sur le choix, et ça veut dire le choix aussi de regarder certaines choses dans ma propre vie qui sont gênantes, que j'ai toujours gardées sous la moquette. C'est un choix de dire, j'ouvre la boîte de Pandora et regardons un peu dedans ensemble, qu'est-ce qu'on trouve. Non, c'est très fort. Le choix, et je crois que le deuxième fil conducteur, c'était un peu la réalisation que things are not good or bad, it's the opinion we have of them. De Épictète, c'est un peu lié à ce phénomène de choix. C'est-à-dire tout ce qui arrive autour de nous, ça arrive. À moi de voir les choses de telle manière que ça reste utile pour moi, constructif. Non? Et peut-être le troisième aspect, c'est aussi quelque chose de fondamental que normalement on passe à côté. How to manage my attention. Comment je gère mon attention. Par exemple, derrière vous, il y a cet écran de RFI, il y a des choses qui bougent. Donc mon attention est challenged. Est-ce que je regarde la personne qui fait l'interview ou est-ce que je suis attiré par les images au fond? Donc, si je peux gérer mon attention, je peux aussi gérer mon énergie. Energy flows where attention goes. C'est le troisième élément pour moi qui est essentiel. Et on ne se rend pas compte que c'est une force de pouvoir dire non, à partir de maintenant, je vais être plus prudent où je mets l'énergie. Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça renforce les obstacles et les problèmes? Energy flow, c'est très simple. Energy flows where attention goes. Hein? Quand on en pense, c'est très profond. Hein?
Et nous, on est là avec tous les médias, on est sans cesse, il y a quelqu'un qui joue avec notre attention. Mais on a perdu le contrôle de ça. Le contrôle, c'est par exemple de dire, je pose mon téléphone mobile, je laisse ça de côté et je suis complètement à vous. C'est un choix de gérer son énergie. Meryl Schroeder, que répondez-vous à ceux qui critiquent l'omniprésence de la thématique du développement personnel dans les rayons des librairies? Certains estiment que ces ouvrages mettant en avant des concepts comme celui de la résilience, qu'on entend beaucoup, ne font que renforcer la mainmise des plus forts, de celles et ceux qui ont suffisamment d'armes, une éducation, une base affective solide pour réussir dans un monde toujours plus compétitif. En fait, c'est devenu un marché, le développement de soi. C'est pas uniquement une quête vers quelque chose de supérieur, c'est plus un marché. Tiens, je te propose un livre et après tu sauras beaucoup mieux comment gérer ta vie. Je crois que c'est complètement à côté de la plaque. En fait, si on regarde les choses du consommateur, il y a peut-être 4 groupes de gens auxquels on s'adresse. Et Osho, il a dit une fois, je suis le gourou pour les... Osho. Oui, qui est Osho? Le gourou, le indien, Bhagwan, il était aussi appelé dans les années 70-80, qui a écrit pas mal de livres. Je suis un gourou pour les riches. Ça veut dire le développement de soi. Quand vous êtes en mode de survie, vous n'êtes pas là-dedans. La survie, c'est merde, il faut que je gagne assez d'argent pour nourrir ma famille. Donc, c'est en fait une catégorie qui a d'autres challenges. Si on veut, c'est la pyramide de Maslow, c'est vraiment le niveau le plus bas. C'est la survie, naked survival. Non? Là, on ne peut rien faire. Non? Le deuxième niveau, c'est laissez-moi tranquille avec toute cette connerie. C'est que je suis bien. Les Romains disent « Domneseo ma facut asha », God made me like this, qu'est-ce que tu me veux? Non? Ça veut dire des gens qui sont très confortables, disons, qui ne voient pas, qui ne sont pas le challenge, qui ne voient pas la nécessité de se mettre en question. Je dirais c'est peut-être 50-60% de la population. Et le troisième groupe, c'est les gens qui veulent, comme disent les Américains, le quick fix. Alors les 3 grands vérité pour réussir, non? Ou comment je peux devenir riche en 5 ans, non? Donc ces trucs un peu simplistes, en fait qui passent aussi un peu à côté de ce que c'est le développement de soi. C'est des gens qui veulent réussir quelque chose qui est peut-être 5% de ce que de la vérité que la connaissance de soi. C'est un peu bagateliser la recherche du développement, la recherche de soi-même. Et on arrive au 4e groupe. Franchement, là maintenant, je suis dans les 60aines. Peut-être on parle de 5 ou 10% de la population, pas plus. C'est des gens qui ont un véritable besoin de se poser les questions. Et qui veulent vraiment... qui sont avides de savoir, qui lisent, qui s'entourent avec les gens aussi, qui sont d'une certaine profondeur. Et en fait, à ces gens-là, s'adresse avant tout le livre. Non? C'est des gens vraiment qui ont un besoin profond de savoir plus. Mais vous êtes d'accord avec le fait que ces 5-10%, donc ils ont déjà... dans leur grande majorité, résolu les besoins primaires, et même au-delà, qu'ils n'ont pas trop de soucis, disons, et donc ils ont le temps et la disponibilité d'esprit pour... Oui, et les choses ne deviennent pas plus faciles. Une fois qu'on est devenu riche, on a réussi à avoir un certain confort. Ça peut aussi distraire, non? Oui. Des besoins. Et même à un moment donné, la vie se fait comme ça vous tape dessus. Il y a quelque chose qui arrive. Je vois que personne qui écoute et qui voit cette émission
personne a eu une vie parfaite jusqu'à maintenant. Ça vous tape quelque part dans le niveau de la santé, dans le niveau du job, vous êtes mis dehors, au niveau de la vie privée, où vous avez aussi à passer une période difficile. Surtout quand on est trop complaisant avec soi-même, souvent, ça arrive, quelque chose vous tombe dessus. Et là aussi, c'est un formidable moyen de se poser certaines questions. Non? Si on devient trop lazy, trop paresseux, on passe peut-être à côté. Pour revenir à votre travail concrètement que vous pratiquez en Roumanie, mais pas seulement, mais disons, concentrons-nous sur la Roumanie, sur les, on va dire, sur les 2-3 dernières années dans les entreprises et institutions pour lesquelles vous travaillez, enfin en tout cas pas pour lesquelles vous travaillez, mais où vous exercez de temps en temps, hein, parce que vous êtes indépendant, hein, vous n'êtes pas rattaché à une structure en particulier. Qu'est-ce que vous avez observé? Quels sont les déséquilibres ou, on ne va pas revenir sur l'ego, j'imagine que ça c'est quelque chose qui est récurrent, mais ce qui vous a marqué sur les 2-3 dernières années? Des choses que vous avez dû résoudre davantage? En fait, la majorité, je travaille sur les individus. Donc je crois que ça n'a pas beaucoup changé. C'est des challenges de gérer l'équipe, c'est des challenge de gérer un bord difficile, non? Je suis parfois un peu, j'ai des clients qui sont un peu timides, non? Qui sont des managers de 50 ans. Comment on peut franchir cette étape et prendre vraiment sa place? C'est une question de découvrir qu'on est toujours resté un peu en dessous de son potentiel. Et beaucoup de gens se trouvent dans cette situation. Mais pour parler un peu plus collectivement, on voit quand même que la vie professionnelle est devenue plus complexe. Non seulement avec Covid, mais avec toutes les modalités de travailler ensemble, online, offline. Mais complexe dans la mesure que on ne voit pas très clair où ça va. Hein? C'est on est un peu comme une voiture qui roule dans le brouillard, avec les feux allumés. On peut juste voir les prochaines 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Donc, on ne voit pas le grand objectif qui est devant. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer plus ou moins au quotidien. C'est facile quand vous êtes un indépendant comme moi, que je considère d'ailleurs comme la plus ultime de la liberté. Vous avez la responsabilité pour beaucoup de gens. Regardez dans l'automobile, ce zigzag avec l'avenir de la voiture électrique à partir des années 2030, 35, ou maintenant c'est reporté parce qu'on veut quand même laisser un peu plus de temps pour les voitures à moteur classique. Donc tout ça crée des perturbations, les gens savent pas très bien où aller. Donc en fait c'est pour revenir à mon travail, le petit travail que je fais, c'est de gérer l'insécurité finalement et de donner quand même confiance à votre équipe que les choses vont dans le bon sens. C'est pas pour raconter des histoires, mais d'être vrai. Hein? OK, guys, hein, j'ai travaillé pour une grande usine d'engrais à Târgu-Mureș qui passe des périodes difficiles. Même en phase de non-production, ça veut dire leadership without production, j'appelle ça maintenant. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens proches de vous, de leur donner des informations, une vision de la chose qui ne les détruise pas, qui leur donne espoir, mais qu'en même temps qui est réaliste. Non? Toujours voir le devant. Qu'est-ce qu'on peut faire entre-temps avant que les choses se décoincent? On peut faire des réparations, tout ça. Donc, ça demande beaucoup plus de souplesse en termes de leadership, que je vois où est ma place. Qu'est-ce que je peux faire pour garder cette collectif sur le chemin et ne pas faire en sorte que ça tombe en morceaux. Hein? Et c'est très difficile de gérer la sécurité. Et ce qui vient aussi avec la complexité, les structures ne sont plus aussi simples. Je suis le chef, hein, ces organisations verticales. J'ai 1000 hommes à ma disposition. Quand je fais comme ça, les gens me suivent. It's over. Hein? Les gens sont maintenant dans les organisations matricielles,
avec les reporting lines qui vont dans tous les sens. Ça veut dire j'ai des collaborateurs qui sont pas mes subordonnés, qui sont peut-être un en Pologne, l'autre en Allemagne, en France. Donc je dois gérer une équipe complexe où je ne suis pas le chef. Et ça demande un style de communication beaucoup plus développé. Je peux pas être là avec un grand ego en m'imposant. Il faut être beaucoup plus smart, non? Ça demande une communication, ça demande un effort de s'aligner sur une position commune, beaucoup plus de discussions, et c'est très challenging, non? Les gens ont besoin d'un autre set de talents, de comportement qu'auparavant. Ou quand le chef a dit il faut faire comme ça, en simplifiant un peu, on savait voilà il faut que je fasse ça. Maintenant c'est plus le cas. C'est bien, ça veut dire qu'il y a un peu plus de travail pour vous en perspective. Oui. Tout se complexifie. Oui, il y a aussi un troisième élément, si je peux ajouter cela. Les gens quand même sont de plus en plus perdus dans un monde qui se développe vers la compétition totale mondiale, avec des crises qu'on a actuellement politiques, économiques qui s'annoncent, les sociétés qui sont en plein de bouleversements, où les questions de sens se posent souvent. Ça sert à quoi mon travail? Et là, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au sommet de cette crise humaine. Et je crois que dans cette période-là, on a vraiment besoin des interlocuteurs qui regardent au-delà des challenges éminents et qui vraiment qui mettent le focus sur le bien-être et de se détacher un petit peu du spectacle, j'appelle ça, qui se passe autour de nous, de ne pas se laisser attirer par les informations négatives, c'est ce que je disais tout à l'heure, energy flows where attention goes, de bien gérer tout ce qui arrive vers vous et de trouver la paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on se met sur le canapé, on dit voilà, maintenant je suis bien, je suis prêt à tout. Non, c'est-à-dire d'interagir avec le monde avec une autre façon de voir. Et peut-être mettre plus de valeur dans le relationnel, surtout avec les AI maintenant, tout est mis en question. Mais ce qu'on ne peut jamais remplacer, c'est le relationnel. C'est l'amour, c'est les émotions entre les gens. La spontanéité, j'ai jamais vu un robot spontané, non? Ou l'intimité entre les êtres humains, on peut pas remplacer ça. Donc ça, à mon avis, il faut mettre davantage l'accent sur ce que c'est être humain. Et si je peux livrer mon petit morceau là-dedans, être utile, j'adore, avec plaisir. Mmh. Dernièrement, j'ai reçu dans cette même émission une psychologue, Uriah Lekeal, qui nous confiait que l'actualité internationale pesait toujours plus sur la psyché des gens, sur leur psychique. Cette actualité est, notamment en ce moment, particulièrement sombre à bien des égards. Il y a une guerre pas très loin d'ici. Vous, personnellement, comment vous la traitez cette actualité internationale? Vous voulez être au courant, mais donc je continue ce que vous dites, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas que ça vous affecte trop dans votre quotidien. Comment vous faites? Je crois que c'est vraiment bien gérer les informations qui vous approchent. Être plus sélectif. C'est pas pour effacer la réalité, mais de la mettre à la place. De toute façon, la réalité, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est en fait les choses qui viennent vers toi, être plus sélectif. Et pas être devant la télé toute la journée. Parce que j'ai travaillé dans les médias, je sais comment ça fonctionne. Les informations négatives se vendent toujours plus que les informations positives. Et si vous mettez les infos positives, qui existent toujours, personne ne vous croit. La vie n'est pas ça. Vous nous cachez quelque chose. Donc il y a cette tendance naturelle, donnez-moi les meurtres, les guerres et tout ça. Donc être plus sélectif. Et je crois la deuxième chose, c'est d'aller à l'encontre de cette dépression collective. Et chacun peut faire quelque chose dans son domaine d'influence, avec les amis, avec ses relations, les collègues au travail, d'émettre une autre énergie. Je crois beaucoup au fait que
Chaque être humain a une sorte d'aura, une énergie qui nous entoure. Et pourquoi pas utiliser cette énergie quand j'interagis d'abord avec moi-même, que je nettoie mon champ énergétique personnel de tous ces poubelles qui traînent encore. Mais et deuxièmement, être plus conscient comment je communique avec les enfants, avec les collègues, avec mes amis. Comment je peux créer une ambiance qui est plus constructive, plus positive, tout en sachant que des crises sont là. Hein? Mais ne pas se laisser submerger, c'est ça, de gérer cette relation. Et ça me fait penser à l'effet domino dont on avait parlé précédemment. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que, vous me dites si je me trompe, mais qu'on n'est jamais suffisamment conscient de comment, dans notre petit quotidien, en étant justement dans cet état d'esprit un peu plus positif malgré tout, on peut générer beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Hein, que l'individu a la capacité, beaucoup plus qu'il ne le pense de façon générale, à faire que son entourage proche, et donc de l'entourage proche à un entourage plus lointain, que les choses changent. Vous voyez un exemple classique, c'est quand je prends le taxi en Bucarest, c'est toujours une aventure parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. Mais vous avez quand même des chauffeurs de taxi qui sont très disappointed, déçus, non? Ils râlent, les Romains, c'est terrible. Et à un moment donné, quand je suis en bonne forme, je dis stop, arrêtez. Hein? Vous avez le choix maintenant de continuer de râler, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous en pensez si on change de jeu? Hein? Buckminster Fuller, il a créé une très belle citation. C'est au lieu de battre un système... De qui vous parlez, pardon? Buckminster Fuller, c'est un Américain des années, je crois, 30. Au lieu de battre un système, instead of fighting a system, create a new one which makes the old one obsolete. Beautiful quote. Yeah? So, au lieu de râler, créez une autre ambiance avec tous ces gens qui vous entourent, votre famille. Là, les passagers derrière, est-ce qu'ils ont envie d'entendre vos plaintes? Ils ont plus envie d'entendre des choses positives. Créez autour de vous quelque chose de positif. Et souvent, les chauffeurs, soit ils disent rien pendant tout le trajet, ou soit ils commencent à peut-être comprendre que, ah oui, donc je suis in the driver's seat. En fait, je contrôle ce qui sort de ma bouche, non? Il faut juste être un peu conscient. On revient à ce choix, ce pouvoir qu'on a de choisir. De laisser aller dans les tendances collectives ou de dire non, stop. Hein? Ne pas regarder l'écran qui se promène derrière vous, même si c'est tentant. Hein? Tous les invités commencent à râler sur la politique. OK, guys, peut-être c'est pas le bon sujet pour ce soir de parler uniquement de ça. Hein? D'essayer de contrebalancer un peu avec votre énergie. Même si, comme on le disait, c'est plus facile pour certains que d'autres quand on est dans une situation où les fins de mois sont difficiles, où il y a des problèmes qui empiètent sur précisément cette prise de conscience, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a toujours, peut-être le troisième point, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on sent qu'on doit faire quelque chose, il y a des bonnes choses qu'on peut faire partout dans le social. Les bonnes choses à l'époque avec les réfugiés ukrainiens. J'ai connu pas mal de gens qui ont laissé leur appartement. Ça, vous voyez, c'est un acte d'amour concret. C'est pas du blabla. Si on sent qu'on peut faire quelque chose, suivez cette impulsion. Un petit peu changer les choses. Pas, tout va... Et si on sent qu'on doit faire une manifestation, d'aller sortir pour... s'exprimer, vas-y, allez-y. Mais ne pas râler parce que c'est destructif. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Ce qu'on fait maintenant, interagir avec les êtres humains, mais pas sur les trivialités. Et avoir un espace, en fait, que tous les deux peuvent apprendre quelque chose. C'est pas le professeur qui parle, c'est aussi la qualité de l'interaction qui est rewarding, qui apporte quelque chose pour les deux. Michael Schroeder, un dernier message pour nos auditrices et auditeurs en cette fin d'année
qui a été à l'extérieur de nous-mêmes tendu, parfois dramatique, et parfois, pour certains d'entre nous, dramatique et également de façon intime. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? De leur dire? Que malgré tout, il y a toujours l'espoir, il y a toujours quelque chose que je peux faire. Et j'aime bien le thérapeute autrichien, le mot m'échappe, qui a fait des expériences, Viktor Frankl, qui a fait des expériences dans les champs de concentration. Donc, on ne peut pas s'imaginer plus dur. Et il a donc créé sa propre thérapie. Mais en fait, un élément clé, c'était, même si les choses vont très mal, on a toujours le choix comment on a abordé les choses. Non? Ça, on revient à cette idée de choix. Je peux me laisser aller, c'est grave. Non? Donc, ne pas être déçu et investir trop là-dedans. Continuer à faire face aux choses avec une certaine sérénité, comme on dit en français. Non? Ben, on va terminer et là-dessus. Vous entourer avec les gens qui vous inspirent, qui vous motivent, qui sont enrichissants. Et pas les gens toxiques qui piquent votre énergie. Et là, déjà, avec ce que je disais, il y a plein de gens qui vont dire « Ouh là là, je dois vérifier ma situation personnelle à la maison, peut-être là, je dois faire quelque chose. » Mais déjà, virez les gens toxiques dans votre environnement. C'est quoi quelqu'un de toxique? C'est pique votre énergie, qui manipule. Ça peut être très sournois. Un psychopathe, non? Comme Monsieur T des Amériques, des États-Unis, qui est complètement négatif, qui manipule, qui vous détruit en fait, qui suce votre énergie. Mais ça peut être, ce que j'ai assez sournois. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est agressif tout le temps, mais ça peut être même quelqu'un de souriant qui, malgré tout. Mais j'ai souvent des gens au bureau qui sont très sympathiques, nice guy. Non, ils ont un peu le helper syndrome, c'est-à-dire ils sont très gentils, ils veulent toujours aider. Et baf, quand vous rencontrez un salopard qui en profite, non, vous vous sentez que vous donnez, mais rien ne rentre, rien ne revient. Non? Donc ça, c'est une relation toxique. Bon, voilà, déjà clarifier ça dans votre vie. Très bien, Michael Schroeder. Ben on va se rappeler de tout ça, du fait qu'on a le choix et qu'il faut garder espoir, hein, malgré tout. Merci d'avoir été notre dernier invité de cette année. Et ensemble, on va souhaiter de très belles fêtes à nos auditrices et auditeurs. Merci à vous tous, à vous toutes et à vous tous. On se retrouve l'année prochaine au même micro à Bucarest. Un petit bonjour à nos auditrices et auditeurs également en République de Moldavie, à Chisinau, où nous sommes rendus récemment. Et voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.